Alors, vous avez compris, après ce générique, que cette nouvelle saison est une saison particulière, puisque parmi toutes les propositions qu'on va faire cette année, il y a 30 soirées qui seront filmées et retransmises en direct dans d'autres cinémas qui sont situés dans toute la France. Alors, il y a déjà 58 cinémas qui sont inscrits à cette opération, donc l'Unipop de ville en ville. Et ce soir, la rencontre sera retransmise dans le cinéma VO de Castelnaudary, donc qui nous regardent, les spectateurs et les spectatrices de Castelnaudary nous regardent, et on les salue évidemment. Le cinéma VO à Tulle, les cinémas Confluence de Sablé-sur-Sarthe, de Mency, de Bar-le-Duc, de Sens, le cinéma Eldorado à Saint-Pierre-de-Léron et le cinéma Leclerc à Thiviers. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors maintenant, on va passer bien sûr à l'avant-première du film Eugénie Grandet. Et pour présenter ce film qu'on est vraiment ravis de vous présenter, je suis très heureux d'accueillir Marc Duguin. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont ici puis qui sont ailleurs. Voilà, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Donc Marc Duguin, vous le connaissez bien, il est à la fois écrivain et cinéaste et il est doublement au cœur de l'actualité puisqu'il vient de publier un livre dont on parlera tout à l'heure qui s'intitule La volonté. Et puis, le 29 septembre, sort son nouveau film qui s'intitule bien sûr Eugénie Grandet. Donc avant de découvrir le film, un mot de présentation peut-être sur votre rencontre avec l'écrivain Honoré de Balzac. Alors, Balzac en fait était dans la bibliothèque de mon père sur lequel je viens d'écrire un livre. Bon, j'avais pas prévu de sortir le livre et de faire le film en même temps mais le Covid nous y a obligés. Donc sur Balzac, la comédie humaine était en intégrale à la maison, donc moi j'ai picoré pendant des années, puis après j'ai vraiment lu pour de bon. Et puis il se trouve que j'ai relu par hasard, en vacances dans ma maison en Dordogne, Eugénie Grandet. Et quand j'ai fini le livre, j'ai dit il y a un film à faire parce que il y a un lien tout à fait possible, tout en essayant de respecter l'œuvre, avec la modernité du propos, en particulier sur la condition des femmes, sur l'emprise du père, enfin sur plein de choses dont on parlera, je pense, après le film. Et donc voilà, c'est fait. Alors ça n'a pas été simple parce qu'on a tous attrapé le Covid pendant le tournage. Donc vous êtes tous immunisés ? On est tous immunisés. On a fini 2 jours avant le confinement, donc on a eu beaucoup de chance, parce que je sais qu'il y a beaucoup de films qui n'ont pas eu cette chance-là. Mais malgré l'épidémie, on a surmonté tous les obstacles. Et on espère que le film ne traduit pas trop la détresse des uns et des autres au fur et à mesure du tournage, mais je crois qu'on a réussi à surmonter ça. Donc j'espère que vous allez passer une bonne projection et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup Marc Duguin. Donc vous l'avez compris, on va parler de cinéma, d'histoire et de littérature, les 3 thèmes qu'on apprécie énormément à Pessac. Donc bonne projection à Pessac, à Castelnaudary, à Tulle et dans toutes les autres villes qui rediffuseront tout à l'heure notre échange. Merci, bonne projection. Alors, on a parlé tout à l'heure évidemment de Balzac. J'imagine qu'une fois que vous avez lu, comme vous le racontiez tout à l'heure, Eugénie Grandet, vous attaquez vous-même à l'adaptation, au scénario, au dialogue. Est-ce qu'il y a, dès le départ, des partis pris, enfin j'imagine que oui, sur la façon de reconstruire. Au générique, il y a écrit librement inspiré d'Honoré de Balzac. Donc comment ça se passe? Comment vous travaillez? En réalité, j'ai pris le livre, j'ai pris une édition pas chère pour pouvoir la noter et j'ai coupé dans le livre tout ce que je voulais pas prendre, qui me paraissait peut-être un peu suranné ou un peu désuet par rapport à notre époque. Des scènes qui m'intéressaient moins, parce que c'est très scénarisé, Balzac déjà, à l'air de rien. C'était quand même un grand scénariste, il ne savait pas que le cinéma allait arriver, mais il y avait déjà quelque chose de... C'est plus simple que Proust, par exemple. C'est pour ça qu'on n'a jamais réussi, d'ailleurs, avec Proust, mais...
Et donc, donc, je me suis mis à écrire. Je l'ai écrit en 5 jours, le scénario, en fait. J'ai écrit nuit et jour, comme ça j'étais sûr d'arriver au bout. Et j'ai pris ce qui m'intéressait, j'ai rajouté. Mais c'était un peu toujours la même chose pour moi, c'est que je me rends compte après de ce que j'ai fait, mais sur le moment, je n'ai pas vraiment d'intention. C'est-à-dire que je ne sais pas, je me dis, tiens, je sens à chaque fois que, tiens, là, je vais, par exemple, la scène du début entre le marchand de pierre et Grandet, elle n'existe pas dans le livre. Il y a des scènes aussi sur les marchands de vin, enfin sur les enchères qui n'existent pas dans le livre. Il y en a d'autres. Et donc je suis parti comme ça, c'est-à-dire que je me laisse aller exactement comme je me laisse aller quand j'écris moi-même, sauf que là j'ai un canevas qui est très fort, et avec toujours la même préoccupation qui est à la fois de respecter Balzac le plus possible, en tout cas de respecter l'esprit de l'œuvre, à laquelle je dois beaucoup, mais aussi de l'amener vers une certaine modernité qui ne soit pas non plus démagogique, c'est-à-dire racolée forcément avec des choses qui se passent aujourd'hui, mais qui amène une modernité acceptable. Si on veut aller dans une modernité totale, à ce moment-là, il faut faire Eugénie Grandet aujourd'hui, en costume d'aujourd'hui, avec des acteurs qui parlent comme on parle aujourd'hui. Ça, c'est le genre de choses que je trouve formidable quand c'est bien fait, mais moi, je ne sais pas le faire. Donc, ça m'intéressait pas dès là. Puis j'aime beaucoup les films d'époque, parce que j'ai fait que ça, je crois, pas quasiment depuis que je fais des films. Et donc, je voulais garder ce côté film d'époque. En même temps, sur le langage, c'est exactement comme dans L'Échange des princesses avec Chantal Thomas. J'étais obligé d'enlever ce qui pourrait paraître aujourd'hui. À l'époque, le langage était seulement riche. Maintenant, il peut paraître suranné, parfois. Et donc, ce que j'ai trouvé d'un peu trop suranné, je l'ai enlevé, mais sans trop non plus baisser le niveau de langage, qui est un niveau beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui, comme vous le savez, quand vous recevez des SMS. Donc, voilà, c'était un peu l'esprit. Et c'était très facile, je dis ça en toute simplicité, c'était très facile à adapter, en fait. Beaucoup plus que le livre de Chantal Thomas, par exemple, qui était... Et puis j'avais Chantal Thomas avec moi, et bien qu'elle était avec moi, c'était plus compliqué d'adapter son livre que d'adapter Eugénie Grandet, qui coulait de source. En fait, c'est pour ça que ça a été aussi vite et aussi harmonieusement pour moi. Alors, dans le livre, il y a une forme de noirceur, quand même. Hein, c'est un côté très sombre, à la fois visuellement, mais aussi par les valeurs et les sentiments qui sont décrits. En relisant le livre, j'avais l'impression que quelquefois que vous aviez atténué ce côté noir. Alors, si vous le permettez, je vais lire juste quelques lignes du livre pour illustrer ce que je veux dire. On pourra échanger là-dessus. Donc, c'est une description de Madame Grandet au début du livre. Madame Grandet était une femme sèche et maigre, jaune comme un coin, gauche, lente, une de ces femmes qui semblent être faites pour être tyrannisées. Elle avait de gros os, un gros nez, un gros front, de gros yeux, et offrait au premier aspect une vague ressemblance avec ces fruits cotonneux qui n'ont plus ni saveur ni sucre. Ses dents étaient noires et rares. Sa bouche était ridée et son menton affectait la forme dite en galoche. Bon, Valérie Bonneton ne correspond pas tout à fait à cette description. Bah non, mais j'ai passé une annonce avec ça, en disant « cherche actrice qui correspondrait ». Et j'ai trouvé personne, donc j'ai été obligé de la remplumer. C'est terrible quand on lit Balzac. Ah bah oui, c'est terrifiant, mais je ne pouvais pas aller trop loin non plus. Et puis, c'était pas l'équilibre entre les personnages que je souhaitais, parce que je voulais que chacun garde sa part. C'est assez... de même que... en réalité, quand j'écris, je le dis souvent, je ne pense jamais à un acteur. C'est-à-dire, je pense que la plus grande erreur qu'on puisse faire, très souvent au cinéma, c'est pas absolu, hein,
Mais c'est d'écrire en disant, tiens, je pense à machin, je pense à machine, elle serait top pour le rôle. Là, vous êtes sûr d'avoir des déconvenus, d'abord parce qu'il se peut que l'acteur n'aime pas du tout le rôle, et ensuite qu'il ne soit pas disponible. Donc il faut écrire un rôle, et honnêtement, je me suis efforcé de ne pas penser à Olivier Gourmet. Donc je me disais, ça ne sera pas Olivier Gourmet, ça ne sera pas Olivier Gourmet. Et puis dès que j'ai eu fini, j'ai dit, bon, ça sera Olivier Gourmet. Mais j'évite ça parce que sinon, après, on est totalement coincé. Et après, il y a des histoires de budget aussi. Il y a des acteurs qui coûtent très très cher, qui ne sont pas du tout dans l'économie du projet. Parce que là, c'est un film très peu cher qu'on a fait. Voilà, pour vous donner, on peut parler d'argent, même si c'est, de toute façon, ça parle que de ça, hein, le film d'argent, donc il n'y a pas de problème. Non, c'est un film à 2,7 millions à peu près. Vous verrez Les Illusions perdues, il paraît que c'est très bien, mais c'est un budget beaucoup plus conséquent, c'est 22 millions, donc on n'est pas du tout dans la même économie. Mais moi, j'aime bien travailler avec des économies serrées, parce que, comme disait Godard, moins il y a d'argent, plus on est créatif. Donc sur les acteurs, oui, sur les personnages. De même que je n'avais pas souhaité forcément au départ que Joséphine Japy, d'avoir une actrice aussi jolie. Parce qu'il y a un côté, il y a une plastique, il y a tout ça. Et je ne cherchais pas ça, mais il se trouve que je suis tombé sur elle. Et que d'abord, c'est une fille très intelligente. C'est toujours très important de travailler avec des gens intelligents. Elle est très cultivée, elle a quelque chose. Et je me suis dit, bon, c'est elle. Malheureusement, elle est jolie, qu'est-ce que j'y fasse? Et puis, donc, je l'ai prise. Alors Gourmet, il y a eu plein de discussions parce qu'on a voulu m'imposer des acteurs qui étaient encore plus bankable, comme on dit aujourd'hui. Donc j'ai tenu bon. Et puis ça a fini avec Gourmet. Et Valérie Bonneton, c'est un peu elle qui s'est invitée en fait, en disant j'aimerais bien faire un film qui soit pas c'est pas ci, c'est pas ça, qui est une comédie qui l'a rendue célèbre. Mais montrer ce que je sais faire, parce qu'elle a fait le conservatoire, ce que je sais faire dans le registre dramatique. Changer de registre. Et elle avait le même agent que Gourmet, donc son agent m'a appelé en disant est-ce que Valérie Bonneton, donc je lui ai parlé 2 minutes, je lui ai dit moi ça me va très bien. Et puis, donc je fais pas de casting, c'est-à-dire que il y a beaucoup quand je vois dans le film français ou dans Écran Total des réalisateurs qui disent alors j'ai passé 1 an à chercher mes acteurs, j'ai fait des auditions, j'ai fait passer des essais, moi jamais. Je prends même. Alors, ça, c'est donc les 3 acteurs principaux. Et après, comme je suis quelqu'un de très prudent et un peu balsacien, bourgeois balsacien, je ne prends pas de risque. J'ai pris quasiment que des acteurs de la Comédie Française. Donc, comme ça, c'est une assurance vie. Et donc, Raffaelli, qui joue le notaire, qui est un acteur exceptionnel. Ça s'est imposé tout de suite. De même les jeunes, on a le plus jeune sociétaire de la Comédie Française, Jean Chevalier, qui joue Bonfond, le prétendant éploré. J'ai pris dans ce registre-là parce que je sais qu'on va y arriver. Parce que souvent, vous savez, dans un film, vous avez des très bons acteurs, et puis sur les seconds rôles, vous ne faites pas attention, et puis là, boum, vous vous retrouvez à tourner 20 fois la même scène. Et ça coûte très cher. Et donc, comme on a une économie sous contrainte, donc en fait, j'ai délibérément été vers la Comédie Française pour prendre ces acteurs. Et voilà. Quoi d'autre? Alors, si on revient par rapport à Balzac et sur les personnages, dans le livre, des choses que vous avez volontairement, sciemment gommées, il est écrit donc, que le père Grandet bégaye. C'est assez surprenant quand on a vu le film, parce que voilà, c'est tout l'inverse en fait, et qu'il est petit. Ouais, mais si bégaye, c'est plus un film d'1h39, c'est un film de 2h15. Donc moi, je pouvais pas me permettre. Si vous voulez, c'est toujours le problème. Donc effectivement, on m'a posé la question des puristes, parce que j'ai eu beaucoup de puristes que j'aime beaucoup d'ailleurs, à qui on a parlé, ils m'ont dit mais il bégaye. Je dis oui, s'il bégaye pendant 1h50, on ne va pas s'en sortir. Donc j'ai laissé tomber le bégaiement. Il n'était pas prévu non plus qu'il ait l'accent belge, mais ça se voit pas trop. Non, ça s'entend pas trop. Ça se voit pas trop parce qu'il est très fort pour gommer son accent qu'il a naturellement très fort. Oui, il y a plein de choses comme ça. Mais en fait, les expressions un peu en patois régional, etc. C'est pareil, vous. Oui, là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le risque d'être un peu
comment dire, c'est un peu apprêté, c'est-à-dire vouloir aller dans le truc carrément, même en vieux français ou je sais pas. Et là, ça devient un peu élitiste d'une certaine façon, en fait, en voulant être. Ouais. Donc On s'éloigne du public. Oui, on s'éloigne du public et puis moi, je suis assez instinctif, c'est-à-dire que voilà, je fais les choses comme j'ai envie de voir je fais le film que j'ai envie de voir. C'est ni plus ni moins ça. Si j'ai pas envie de voir ce film-là, bon, il faut pas le faire. Donc je fais des aménagements, mais à chaque fois en essayant de respecter vraiment l'esprit, même si j'ai fait des modifications importantes, en particulier à la fin, qui est différente, qui est différente dans le livre. On y viendra, bien sûr. Mais ça, c'est un parti pris. Mais c'est toujours compliqué d'adapter quelqu'un. Moi, en général, j'aime beaucoup ça. C'est vrai que j'ai commencé pour des raisons économiques à faire du cinéma avec mes propres livres, ce qui est finalement assez pénible, parce que quand on a écrit un livre, le réadapter, ça peut être pénible. Bon, je vous dis ça, mais en même temps, je suis en train de faire le contraire, puisque je viens d'écrire un roman, pas celui qui sort là, mais un autre, et que je viens d'adapter pour que ce soit mon prochain film. Mais là, c'est différent parce que je suis dans quelque chose que j'avais jamais fait. C'est-à-dire, j'ai écrit le scénario, le livre en avril-mai. Je me suis mis au scénario en juin. Puis j'ai repris le livre après. Et là, maintenant, je vais reprendre le scénario. Donc là, c'est un travail presque complet sur les deux, tout en essayant de ne pas faire la même chose dans le livre et dans le scénario. Mais en règle générale, je préfère quand même parfois, plutôt adapter quelque chose qui vienne de... Et j'aimerais bien, d'ailleurs, ce sera un cadeau, un jour recevoir un scénario qui n'est pas de moi. C'est ce qu'on propose pour une série, une grosse série d'époque, là, où j'écris pas du tout le scénario, et je vais probablement tourner. Mais j'aime bien ça aussi, c'est-à-dire découvrir le travail de quelqu'un d'autre, et puis m'insérer dedans, et donner ma propre vision au moment du tournage. Mais là, c'était différent parce que c'est vraiment mon adaptation de Balzac, qui est quand même un auteur de classe internationale. Et donc, j'ai pris des libertés, mais tout en sentant quand même la responsabilité. C'est-à-dire que c'est une œuvre en plus qui est au programme scolaire, qui est... Donc ne pas la défigurer, ne pas la rendre, la rendre compatible avec ceux qui lisent le livre et qui se disent pas, ouais, bon, Duguin, c'est un délire ce qu'il a fait, ça n'a aucun intérêt, parce que c'est complètement autre chose. Voilà. Il faut toujours respecter le travail des autres si on veut que le sien soit respecté. Parmi les leitmotifs dans le roman, il y a l'idée que les lieux, les paysages, les habitations font écho à la psychologie, à l'esprit des personnages, en particulier Eugénie Grandet et le père Grandet. Comment vous avez appréhendé cette idée-là? C'est-à-dire que finalement, le choix des décors ou du décor, il y a quand même un décor principal, la maison, et puis les paysages par rapport à l'état d'esprit dans lequel sont les personnages. Non, c'est bon. Je crois que ça ne marchait plus. Il y a un truc qui revient dans tout ce que je fais, que ce soit des livres ou des films, il y a toujours la question de l'enfermement. C'est-à-dire qu'on est enfermé dans un lieu, on est enfermé dans sa psychologie, on est enfermé dans ses traumatismes, on est enfermé... Mais ça m'a toujours fasciné, la question de l'enfermement. Et là, évidemment, Eugénie, elle est enfermée. Donc, c'était une des principales choses à rendre. Ce que j'ai dit au chef opérateur quand on a commencé à travailler sur le film, je lui ai dit il faut qu'on respecte cette intensité de l'enfermement d'Eugénie Grandet. Et donc, évidemment, quand on a cherché les décors, on a cherché on dit souvent, un décor réussi, c'est un décor dont vous ressentez l'odeur à l'image, ce qui est quand même assez compliqué. Mais c'est vrai que là, et donc en fait, il y avait la possibilité, pour des raisons financières, de tourner en studio, et j'ai refusé. Avec mes associés producteurs, j'aurais dit, moi je ne veux pas tourner en studio, parce que pour moi l'histoire, j'ai une grande passion pour les monuments historiques, les monuments du passé, parce que c'est des gens qui les ont faits, des gens qui sont morts. Et là c'est pareil, c'est une question de respect, et en même temps une question esthétique. Et tourner un film d'époque dans un studio d'aujourd'hui, ça me paraissait, c'était pas possible. Donc, pour faire court, ce qu'on a fait, c'est que on n'a pas trouvé la maison de Grandet. On l'a cherché, mais on l'a pas trouvé.
ni à Saumur, ni nulle part. Et en plus, on avait des contraintes. On devait tourner à moins de 50 km de Paris pendant une période du film. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé à Lésigny, dans la grande banlieue parisienne, un château qui est assez délabré, dont les communs sont délabrés. Et à l'intérieur des communs, j'ai reconstruit la maison de Grandet. Et même dans les sous-pentes du château, j'ai fait les chambres qui sont assez lugubres, comme vous avez dû vous en rendre compte. Oui, effectivement. D'ailleurs, le tournage était assez lugubre au niveau des décors. Ça, de ce côté-là, je suis assez fort. Et donc, il faisait très froid, comme d'habitude. J'ai pas de chance parce que moi, j'ai toujours voulu tourner en été, ça m'est jamais arrivé. Parce qu'il y a toujours, c'est prévu en été, puis il y a toujours un truc qui marche pas, un acteur qui est pas disponible, et boum, en plein hiver, il fait moins 10, et ça y est, c'est parti. Bon, ben là, en plus, il y avait le Covid, mais enfin, on en a déjà parlé. Donc, on a reconstitué. Alors, c'était très... Le problème, c'est qu'on avait trouvé vraiment que ça comme espace pour reconstituer. Et en même temps, c'était au bord de la Francilienne, qui, comme vous le savez, déverse genre 3 millions de voitures par jour, et des camions, et des machins. Et donc là, j'étais... au son, c'était un enfer, parce que moi, j'entendais dans le casque les poids lourds en même temps que j'entendais Gourmet. Donc, qui est un poids lourd lui-même, mais quand même. Donc il y avait un truc, et ça c'est le génie de la technologie, c'est qu'évidemment quand après on a tout effacé, enfin l'ingénieur du son et puis le mixeur son ont tout effacé. Donc ça c'était un peu, mais on avait trouvé le décor qu'on voulait et on avait construit le décor qu'on voulait. Après on a fait la seule scène où on ne voit pas les Grandet, qui est celle où on voit le frère Grandet avant son suicide. Ça on l'a fait dans un château dans la vallée de Chevreuse. Et après, alors il y a un endroit qui est... Si vous voulez, aujourd'hui, je veux le dire, c'est pas du tout politique ce que je vais dire, mais c'est très très compliqué. La détérioration, la dévastation des paysages, en particulier avec les éoliennes, fait qu'il y a de moins en moins... Si vous voulez, quand vous êtes au cinéma, vous devez avoir un minimum d'axes dans lesquels vous pouvez tourner. Si vous pouvez tourner que dans un seul axe, c'est pas possible. Et il y a de moins en moins d'endroits où vous avez tous les axes que vous voulez, parce que tout est détérioré, ou vous avez du mobilier urbain, donc Saumur, on a tout fait pour tourner à Saumur, on n'a pas pu tourner une scène à Saumur, parce qu'il y a toujours un truc derrière, une construction 1980, qu'ils ont adoré à l'époque, bon maintenant on l'adore un peu moins, mais qui dénature complètement le paysage. Et donc il y a un endroit en France qui respecte encore, qui est une enclave historique formidable, qui est la vieille ville du Mans. Le reste du Mans étant... j'ai rien à en dire. Mais la vieille ville du Mans, c'est génial, parce que là, on a vraiment l'impression d'y être dans tous les sens. Donc on a tourné là, et on a tourné à Fontevraud, à l'abbaye de Fontevraud, qui, elle, évidemment, c'est un monument historique que la région Pays de Loire entretient. Donc là, on avait tout l'espace, on avait tout ce qu'il fallait. Mais c'est très difficile de tourner des films d'époque aujourd'hui. C'est pour ça que je suis assez content que mon prochain film soit un film contemporain. J'aurai un peu moins de contraintes, parce que ces contraintes-là sont très très fortes en termes de tournage, en fait. Alors, en termes d'inspiration peut-être visuelle, est-ce qu'il y a des films ou des gravures peut-être, je ne sais pas, parce que les livres de Balzac étaient souvent illustrés, qui vous ont inspiré, ou au contraire, c'est votre propre imaginaire qui a nourri... Alors je vais vous expliquer comment je travaille. Moi, 1 mois et demi avant le tournage, je convoque mon chef opérateur chez moi. Et donc je le nourris, je le loge. Mais je lui dis, tu bouges plus d'ici. Et donc on fait le découpage ensemble. Ça, c'est après le choix des décors. Moi, je vais faire du découpage sans connaître le décor. Ça, pour moi, c'est vraiment de la théorie, ça n'a pas de sens. Et donc, le premier travail qu'on fait, tous les deux, c'est de regarder. Moi, je lui ai fait une sélection de 200 ou 300 tableaux de l'époque. Donc, j'ai pris dans la peinture française, dans la peinture anglaise, essentiellement, et un peu aussi scandinave. Et puis ensemble, on travaille pour la couleur. Alors on est parti sur une mauvaise piste, c'est que probablement parce qu'on était influencé par Ida, qui est un film que j'aime énormément, on s'est dit tiens, on va le faire en noir et blanc. Et à la réflexion, d'abord c'est très compliqué de proposer un film en noir et blanc aujourd'hui, parce que bon, il y a la couleur.
Et là, se dire on va faire un film en noir et blanc, c'est quand même très très radical. Et je trouve que ce film méritait de la couleur. En même temps, il fallait trouver la bonne, ne pas être non plus dans une forme d'allégorie picturale. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai étalé tous ces tableaux, ces reproductions de tableaux, et on a défini ensemble la couleur, et on s'y est arrêté, et ensuite c'est fini, on ne bouge plus. Voilà la façon dont je procède. D'accord. Alors, on parlait d'adaptation tout à l'heure, donc il y a l'adaptation de l'écrit à l'écran, mais il y a aussi l'adaptation du 19e siècle au 21e siècle. Enfin, vous en parliez un peu sur la question du langage, mais ce que j'aimerais aborder, c'est plutôt la question des valeurs d'un film sur l'avarice, sur l'avidité. J'imagine que c'est quand même ce point-là, enfin c'est un des points au moins, qui vous a marqué, intéressé. Pourquoi tout simplement. Comment vous adaptez ces questions-là? Il y a la question de rapports familiaux, de rapports entre les hommes et les femmes aussi, bien sûr. Il y a plein de thématiques qui sont évidemment intéressantes, ce qui était intéressant dans ce film, c'est quand même de parler de la condition féminine au début du XIXe siècle. Il faut voir le chemin qui a été parcouru, même s'il il reste quand même pas mal de boulot, et même beaucoup, mais se rendre compte qu'à l'époque, la femme est essentiellement une reproductrice, une monnaie d'échange, une valeur patrimoniale. Déjà, c'est dans les mœurs. C'était déjà au XVIIIe, hein, mais au XIXe. Et au XIXe, il y a l'embryon de ce que vont être les sociétés modernes, c'est-à-dire une forme aussi de destruction des rapports humains par l'argent. Et chez Grandet, Grandet, ça pourrait être aujourd'hui Bernard Arnault, Bolloré, enfin je ne vais pas dire de mal d'eux, puisque Bolloré, c'est Canal, ils ont financé le film, donc je l'aime beaucoup. Mais quand même, c'est une forme d'appréhension de l'argent, de la cupidité et du sans limite. Oui, une forme d'accumulation. Une forme d'accumulation. Et ce qu'il y a chez Grandet, alors le véritable écueil sur Eugénie Grandet, c'était de refaire l'Avare de Molière. Et moi, j'ai dit, j'en veux pas parce que ça a été fait. Enfin, l'Avare a été écrit. Même si l'avarice est très présente dans Eugénie Grandet de Balzac, je trouvais que c'était moins la question que la question de l'appropriation absolue par un être de tout ce qui est autour de lui, c'est-à-dire les biens comme les personnes. Et il n'y a pas d'inceste entre lui et sa fille, c'est simplement que sa fille lui appartient. Elle est à lui. Voilà. Et moi, ce que je trouvais assez drôle, c'est de faire en sorte que ce délire d'appartenance conduise à la liberté d'Eugénie Grandet, ce qui n'est pas tout à fait exactement le cas dans le livre. Donc il y avait toutes ces thématiques qui étaient là et qui frisaient la modernité parfois, et c'est ça que je trouvais intéressant. Et c'est comme ça que j'ai un peu amalgamé les choses, sachant que Grandet c'est un cynique total, c'est un manipulateur, et c'est quelqu'un qui n'a aucune conviction ni morale, ni d'aucune sorte. L'idée, c'est d'accumuler. Voilà. Et il paraît qu'il existe encore des gens comme ça aujourd'hui. Moi, c'est ce qu'on en dit. Hein. Oui, ça fait partie des points d'orgue du film, c'est-à-dire qu'il y a quelques répliques d'Olivier Gourmet qui sont assez impressionnantes quand il découvre que sa fille a donné tout son or. Enfin, est-ce que sur ces scènes-là, il y a une préparation particulière ou pas? Enfin, comment ça se passe? Parce qu'il est quand même très impressionnant, Olivier Gourmet. Oui, très impressionnant. La scène où il m'a le plus impressionné, c'est quand il emmène sa fille dans l'église pour lui faire avouer son péché. Et là, j'ai cru qu'il allait la frapper. Donc, je lui ai dit, Olivier, on se calme, parce qu'il était tellement dans son personnage. Mais oui, il y a cette violence, puis la façon dont il la traite. Ensuite, il l'enferme, et c'est vrai qu'à l'époque, on enfermait au pain et à l'eau. C'est-à-dire qu'elle a mangé que du pain et à l'eau pendant des mois et des mois. C'est pas une rigolade, c'est vraiment un... Donc, c'est des choses qui... Voilà, c'est toujours intéressant pour savoir où on va, de savoir d'où on vient. Et là, la peinture que fait Balzac de l'époque est effrayante. Et quelque part, c'est l'avènement d'un système à la fois économique, patriarcal, dont on sort
à peine aujourd'hui ou dans lequel on est enfoncé pour d'autres raisons. Alors, on va enchaîner très rapidement avec des questions de la salle et des autres salles. Donc, il y a un numéro de téléphone pour les spectateurs et spectatrices des autres salles. Donc, le numéro, c'est le 07 69 66 29 81. Donc, pour les spectateurs ou spectatrices qui veulent nous envoyer des questions en précisant leur prénom et le cinéma ou la ville où ils sont. Alors, avant de passer donc la parole aux spectateurs, au public, une dernière question de mon côté. Parmi les thématiques de Balzac, il y a une thématique qui est toujours d'actualité, évidemment, c'est le rapport entre Paris et la province. Alors, on le retrouvera dans Illusions perdues, là il est un peu moins présent, mais Charles, c'est Paris, et le reste de la famille, c'est la province. Comment vous avez appréhendé cette question-là ? Moi, je l'ai appréhendé assez naturellement, sachant que ça existe toujours. Hein. Il y a toujours une sorte de... Là, j'avais pas été à Paris depuis quasiment 2 ans à cause du confinement. Enfin, pas 2 ans, ça n'a pas duré si longtemps. Et c'est vrai que j'étais à Paris là, ces derniers jours. J'ai passé 10 jours d'immersion à Paris. C'est un autre monde. Moi qui vis dans un village de 3000 habitants. Ça brasse, il y a un sentiment de supériorité, il y a la vraie réussite, elle est là, elle n'est pas ailleurs, et il y a une sorte de mépris, de condescendance, si ce n'est pas de mépris, de Paris pour la province. Ça tient au système centralisé dans lequel on est, qui nous crée pas mal de problèmes par ailleurs. Et c'est vrai que ça perdure, c'est ça qui est amusant à l'heure d'Internet et des GAFAM. Paris est encore très décalé. Même si c'est plus aussi évident que ça l'était à l'époque où vraiment oui. Mais il y avait et puis il y avait un mépris qui était presque réciproque d'ailleurs, qui a toujours aussi un peu pour l'esprit parisien et réciproquement en disant bon. Et je l'ai pas appréhendé particulièrement. J'ai juste retranscrit tel que c'était dans le livre. Oui, notamment sur les costumes. Les premiers costumes de Charles sont très voyants, très ben oui, parce que recherchés. c'est une forme de dandy. Son père a réussi à Paris. Il est dans la grande bourgeoisie parisienne, alors que Grandet, c'est la vraie bourgeoisie de province qui montre pas. Je sais pas la bourgeoisie bordelaise, mais je sais pas, j'en sais rien. Mais la bourgeoisie lyonnaise, par exemple, c'est pareil. Quand ils ont des Ferrari, ils les mettent dans des garages à 10 km à la sortie de Lyon pour pouvoir partir sans être vus. Donc il y a quelque chose comme ça. Bon, c'est anecdotique, mais il y a toujours ce... Alors que Paris, ça flambe. Oui. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que ça flambait plus que jamais là en ce moment. Quand on est dans Paris, on voit des voitures invraisemblables. Enfin, il y a une sorte de... Et donc, c'est quelque chose qui est... mais je ne l'ai pas travaillé particulièrement. J'ai juste suivi ce qui était dans le livre. Je n'ai pas voulu insister. Mais c'est vrai qu'esthétiquement, ça pose... Oui, effectivement, au moment où j'ai décidé... Enfin, j'ai travaillé sur les costumes avec les costumières, enfin les costumiers et costumières. On voulait qu'il y ait un contraste. Il fallait quand il arrive déjà, il y a quelque chose en dehors du fait qu'il est beau gosse, mais il y a un truc évident qu'il n'arrive pas des bas-fonds de Saumur, si tant est qu'il y en ait. Oui. Alors, merci. On va pouvoir passer aux questions du public. Donc, oui, je passe le micro à Nicolas. Oui, bonsoir et merci pour ce film vraiment captivant. Ce qui m'a étonné d'abord et puis séduit, c'est évidemment ce que vous faites un peu d'Eugénie Grandet, c'est-à-dire par moments, vers la fin bien sûr, enfin dans sa bouche on entend un propos pré-féministe. Est-ce que c'est d'emblée que vous avez voulu ainsi la charger d'un message, ou est-ce que c'est venu petit à petit? Vous dites que vous avez écrit votre scénario en 5 jours, donc je pense que c'est venu naturellement. Oui, je n'ai pas appelé MeToo avant, je vous rassure.
Oui, c'est-à-dire que ça me paraissait tellement logique et j'avais envie d'entendre ça dans sa voix, en fait. Donc, ça, comment dire, c'était pas du tout une volonté de racoler à un courant aujourd'hui très fort de féminisme que je partage pour certaines choses et dont je trouve les abus parfois regrettables. Mais je trouvais que c'était intéressant de l'aborder comme ça, que ça amenait une petite touche justement de modernité, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de conserver l'œuvre tout en lui donnant un peu de modernité sans la dénaturer. Et en même temps, oui, le message était assez clair sur l'enfant. Parce que ce que je trouve terrifiant, par exemple, dans le rapport à la religion d'Eugénie, moi je respecte tout à fait les religions, quelles qu'elles soient. Mais ce qui est intéressant, c'est que Grandet, lui, est vraiment quelqu'un qui ne croit à rien en dehors de l'argent, et en même temps qui est assez content que ces femmes soient conservées par cette discipline de la religion. Et d'ailleurs, quand il lui dit « mais tu vas même plus à l'église », en fait, il y a une sorte de déception, alors que lui, il n'y va jamais. Donc c'est vraiment ce que je trouve très intéressant, et ça pour moi c'est une réalité du début du XIXe siècle, c'est que la religion est un outil d'asservissement des femmes à l'époque. Alors après, certaines ont une vraie foi, d'autres... mais il y a quelque chose, en particulier chez ces post-révolutionnaires qui ont quand même décapité pas mal de curés, qui est de faire rentrer la femme dans le rang à travers une religion qu'ils ne partagent pas. Et ça, je trouve que c'est une duplicité flagrante et quelque part assez intéressante sur le plan historique. C'est pour ça que j'ai pris cette liberté-là. Il y a moins de questions que de spectateurs. Hein. D'autres remarques, questions? Alors c'est parce que c'est filmé en fait. Ça. Il est tard, non? Non, il n'est pas si tard que ça. Bon. Alors, moi je vais continuer juste sur cette question des personnages féminins. Alors, j'ai une question qui vient de Alain de Castelnaudary. Voilà. Donc, Alain de Castelnaudary nous dit « Bonsoir, vous avez osé Joséphine dans le rôle principal. Elle a été rayonnante. Sera-t-elle à l'affiche de votre prochain film ?» Ah. Donc, bonne question. Alors, du prochain film, si c'est bien celui que je suis en train d'écrire, parce que c'est dans le cinéma, quelquefois on fait un scénario et puis on y va à fond et puis ça se fait pas, puis on en fait un autre. Et puis là, aujourd'hui, le scénario tel qu'il est, je n'ai pas de rôle pour elle. En revanche, je suis sur un projet de série pour une plateforme où j'aimerais bien qu'elle ait le rôle principal. Voilà. Il y a de la concurrence. Et puis là, contrairement au cinéma où c'est moi qui décide avec mes associés, avec les plateformes, on est dans un système très très différent, si j'ose dire. Et donc c'est eux qui vont évidemment beaucoup, eux, et puis les distributeurs internationaux, tout ça. Donc là, voilà, mais j'aimerais bien que ce soit elle, en tout cas. Et j'ai très envie de retravailler avec elle parce qu'elle est, comme tous les acteurs qui étaient sur le plateau, elle est très très professionnelle, elle se prépare très bien, elle est... en même temps, je l'ai un peu brusquée une fois, ce qui n'est pas du tout mon genre, parce que elle était un peu dans une zone de confort. Je lui ai dit, tu es trop doué et trop jeune pour être dans une zone de confort. Et surtout face à Raffaelli, qui est un ogre quand il joue. Et donc, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, là, il faut que tu te ressaisisses. Alors, sur le moment, elle l'a mal pris, puis après, voilà, on s'est réconciliés le lendemain matin. Mais c'est une très très bonne actrice et très consciencieuse puis très intelligente. C'est une fille qui a démarré comme actrice enfant et son agent lui a dit écoute, être acteur c'est quand même fort parce que son agent, ça marchait très bien, et son agent lui a dit c'est très bien d'être actrice mais il faut que tu finisses tes études, et elle a fait Sciences Po Paris et après elle a repris le cinéma. Et donc elle a une formation intellectuelle,
elle a quelque chose qui fait que quand on est avec elle, on est devant un vrai caractère. Et puis elle n'est pas du tout, elle est pas du tout dans le côté starlet, voilà, qui aujourd'hui est complètement dépassé. C'est une travailleuse et puis je trouve qu'elle a beaucoup de talent, en plus d'une plastique quand même relativement irréprochable. Alors, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur Eugénie Grandet, il y a 2 autres personnages féminins qui sont longuement décrits dans le livre. C'est Nanon, donc, la servante, hein, qui a un rôle très important, et Madame Grandet. Et ce qui est finalement assez troublant, c'est que voilà, Monsieur Grandet, le père Grandet, est tout seul avec 3 femmes. Et vous décrivez très bien donc c'est le fait que finalement il domine les 3 intégralement. Dans le livre de Balzac, Nanon est comparée à une esclave. Je crois que, enfin, j'imagine que c'est quelque chose que vous avez voulu garder et retranscrire aussi. Oui, c'est une esclave, mais en même temps, si je me souviens bien dans le livre, parce que je ne l'ai pas relu depuis que j'ai fait le scénario, mais il y a quand même quelque chose. Ils considèrent Nanon ayant les mêmes origines sociales que lui. Il y a quand même le côté Grandet, homme de la Révolution, c'est-à-dire c'est une esclave, mais il a une forme de considération pour elle. Et puis d'ailleurs, quand il meurt, il la dote, ce qui est pour un radin comme lui quand même déjà un exploit. Donc il faut moduler ça là-dessus. Un petit peu, oui. Ouais. Mais c'est vrai que d'un autre côté, on se dit, bon, est-ce que Eugénie Grandet, le livre aurait pu être ce qu'il est si Grandet avait eu un fils ou un autre enfant? Oui, bien sûr. Et là, il y a un règne sans partage. C'est la femme, la fille, la bonne. Donc il y a cette triangulation assez terrifiante qui arrive dans des familles aussi aujourd'hui, hein, d'un père seul avec des femmes et qui crée une forme de patriarcat un peu à la limite de la tyrannie, parce que c'est un homme tyrannique, Grandet. Oui, tout à fait. Il est vraiment terrifiant. Et ça, on s'était posé la question d'ailleurs avec Olivier avant de tourner sur est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'inceste ou d'un inceste non déclaré, mais entre Grandet et sa fille, et en fait on arrive à la conclusion que c'était plus, on dirait, incestuel que incestueux, dans le sens que voilà, il y a un truc d'appartenance, mais il n'y a pas de connotation d'appartenance physique ou de choses comme ça. C'est pas du tout le sujet du film. Et ça aurait été, je pense, là pour le coup, une trahison d'aller dans cette voie. Mais elle lui appartient au même titre que toutes ses autres propriétés. Oui. Alors, est-ce qu'il y a... Et sa femme, pardon, je suis là-dessus, mais sa femme, il la laisse mourir. C'est d'une violence quand même... Oui, terrible, c'est terrible. Il la laisse dépérir, puis il la laisse mourir. Et il commence à se préoccuper d'elle quand il se rend compte qu'il faut partager son héritage. Il est obligé de partager l'héritage avec sa fille. Et là, il se dit, c'est pas possible. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il revient. Alors, il est infect, hein, quand même. C'est pour ça que j'ai dit à Gourmet, je me demande si tu t'es vraiment forcé pour faire le rôle ou si tu as ça en toi. Il a dû apprécier. Il a apprécié. Parce que lui, c'est un homme de la campagne, de la campagne de la forêt. Parce qu'il vit à Saint-Hubert, en Belgique, dans les Ardennes belges, où il tient un hôtel, d'ailleurs, avec sa femme. Je crois qu'ils ont arrêté, parce que si c'était Olivier qui servait à table, je pense que ça n'a pas duré longtemps. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une question, une remarque? À Pessac ou ailleurs, voilà, tout en haut, à Pessac, il y a une question. Merci. Au sujet des dialogues, j'ai remarqué, j'étais émerveillé, de la relation entre le dialogue et la situation dans laquelle se déroulait le dialogue. Comment vous faites-vous? Vous faites d'abord la situation et ensuite le dialogue, ou les deux en même temps? Je ne sais pas comment on fait. Alors, oui, c'est une question vraiment intéressante et qui est, pour tout vous dire,
Vous savez, le problème des écrivains, même si je ne suis pas du niveau de Balzac, mais quand on écrit dans le cinéma, il y a toujours trop de dialogue. Je me souviens du premier film que j'ai écrit, il faisait 2h50. Bon, il a été tourné à 1h30, 34, je crois. Donc, il y a eu, ça a raboté dur, comme on dit. Et là, c'est pareil, j'ai pas pu m'empêcher, quand j'ai écrit le livre, de faire des dialogues. Parce qu'il y a une jubilation, en plus, quand on fait de la mise en scène. Moi, je fais du cinéma surtout pour la mise en scène. J'adore diriger les acteurs et d'entendre les dialogues. Il y a quelque chose de très fort. Mais pour répondre vraiment à votre question, à partir du moment où on suit le livre, dans le livre, il y a toujours la situation, puis les dialogues. Donc j'ai suivi ça. Je l'aurais peut-être pas fait. Là, je suis en train d'écrire. Enfin, j'ai fini d'écrire un nouveau scénario. C'était un peu différent. C'est les dialogues qui parfois sont partis avant le décor, avant la situation, mais les dialogues, moi j'en ai coupé. Alors je suis réputé pour être assez facile de ce point de vue-là, parce qu'il y a des auteurs qui veulent pas qu'on touche à leurs dialogues. Moi je suis très ouvert. Déjà, avant le tournage, je relis mon scénario et j'enlève quasiment la moitié des dialogues. Ensuite, quand on est le matin à la répétition avec les acteurs, moi j'entends tout de suite ce qui ne va pas, donc je recoupe. Et au montage, je recoupe. Voilà, donc il ne reste pas grand-chose, mais juste ce qu'il faut pour amener. Parce que le problème des dialogues au cinéma, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que une œuvre littéraire, des dialogues, il peut y en avoir tant qu'on veut, on est dans l'ordre du littéraire. Si vous faites un film, c'est quand même aussi quelque part pour dépasser les dialogues. C'est-à-dire que, moi j'en suis pas au point de Steve McQueen qui disait, si vous voulez que je fasse un film, envoyez-moi un scénario, il n'y a pas de dialogue. Mais je trouve que parfois, avec les dialogues, le risque, c'est un peu de refuser son travail de cinéaste. C'est de dire, bon, bah, les dialogues sont tellement forts que je vais tenir le film avec ça. Et alors que c'est, comme vous le disiez, c'est surtout les situations, c'est le jeu des acteurs, c'est les regards, c'est la façon de filmer. C'est vraiment le travail de réalisateur. Et donc ça, je l'ai appris avec le temps. Et maintenant, je suis très, très dur avec les dialogues, même quand c'est les miens, parce que je me rends très vite compte que c'est un confort de tourner, surtout quand vous avez des acteurs de ce niveau-là, puis les acteurs de la comédie française, je ne vous dis pas comme ils aiment les mots. Hein. C'est... Raffaelli, vous pouvez lui en mettre 10 pages, il y va. Hein. Donc, oui, c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant, et puis il va faire ça très bien. Mais il y a un moment où voilà, il faut arbitrer, et donc j'ai arbitré le plus possible pour l'image, d'une certaine façon au détriment des dialogues, mais enfin en même temps, j'ai gardé tout ce qui me paraissait essentiel. Voilà, alors, est-ce qu'il y a une autre question ou pas ? Alors, si, il y en a une, plutôt en haut, Nicolas, en haut. Excusez-moi. Alors, ça sera la dernière question. Pas la moindre. Bonsoir. Justement, vous avez donc raboté les dialogues. Vous n'avez pas pris le parti pris de mettre une voix off pour ces descriptions qui sont le propre des ouvrages de Balzac. Bon, certes, il y en aurait eu beaucoup, mais c'est vraiment un choix de votre part. Parfois, dans certains films, on a cette voix off qui vient en surrajout des images, disons. C'est toujours pareil, c'est que la voix off, c'est très bien, mais je vais vous prendre un exemple d'un film culte pour moi, qui l'est probablement pour vous, qui est Barry Lyndon. Dans Barry Lyndon, il y a une voix off qui accompagne le film tout au long du film, et ça donne une distance. Mais parce que Kubrick est un génie, il y a en même temps la distance qui est créée par les plans, par sa façon de faire des zooms avant, des zooms arrière, ce qu'on ne fait plus maintenant, mais c'est vraiment un parti pris. C'est-à-dire la voix off, c'est toujours...
vous avez raison d'en parler parce que c'est toujours la première discussion qu'il y a entre ceux qui vont faire le film. Et bon, pour moi, c'est mes deux associés et un en particulier qui est là du début jusqu'à la fin. Et la discussion, la possibilité de la voix off, en fait, c'est pas du tout. On n'a pas discuté cette fois-ci. Ça me paraissait évident que. Ou alors, à partir du moment où vous avez une voix off, c'est un processus narratif totalement différent. Les dialogues sont plus les mêmes, les plans sont plus les mêmes. C'est autre chose, mais c'est un parti pris au départ et je l'ai pas fait là. Mais moi, je trouve qu'il y a des films magnifiquement réussis avec la voix off. Et puis il y en a qui sont ratés parce que qui sont ratés, tout est relatif, mais qui sont moins satisfaisants parce que la voix off d'un seul coup crée une distance pour le spectateur. C'est vraiment au cas par cas. Il y a pas, je pense que si je donnais un cours dans une école de cinéma, je ne pourrais pas dire oui, il faut utiliser la voix off dans telle circonstance, pas dans telle circonstance. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Mais là, ça ne s'imposait pas, je trouve. Parce que pour le coup, on restait trop près du livre et pas assez impliqué dans le film. Alors, il y a une autre question toujours de Castelnaudary. Castelnaudary, c'est vraiment le centre du cinéma en France. Des questions. Ouais, voilà. Donc une question cette fois-ci d'Isabelle. Bonjour, avez-vous eu des compliments des spécialistes de Balzac? Oh là. Déjà ou... Hop là. Alors, ou des amateurs de Balzac, peut-être? Bah oui. Oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas très sensible aux compliments ni aux critiques. Donc, c'est une façon de se bétonner. Hein, parce que quand vous faites des livres et des films, si à chaque fois vous mettez à pleurer parce qu'il y a une critique ou que vous sautez de joie parce qu'il y a un compliment, on ne s'en sort pas. Donc, je suis en courant faible, en fait. Mais oui, il y a toujours, bien sûr... mais qu'est-ce que ça veut dire d'être un spécialiste? Il y a quand même l'idée de ne pas faire, par exemple, pardon de vous couper, hein, mais de ne pas faire d'erreur, d'oubli, à partir du moment où c'est une œuvre qui se déclare librement adaptée, forcément... non, moi j'ai rencontré, oui, des grands spécialistes d'Eugénie Grandet qui ont beaucoup aimé le film. Je ne me suis pas encore fait tacler par d'autres spécialistes qui n'aimeraient pas le film pour des raisons par rapport à... Mais je peux concevoir tout ça, mais en fait, en même temps, comment dire, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, parce que ça serait un peu arrogant de dire ça, on est dans des domaines différents et on ne peut pas se dire, moi je suis détenteur de la vérité sur Eugénie Grandet parce que ça fait 20 ans que je travaille dessus et d'un seul coup ce cinéaste qui l'a lu 2 fois dans sa vie fait un film dessus et que c'est pas exactement la représentation que j'ai. Et de toute façon, déjà par définition, l'adaptation d'une œuvre au cinéma, il faut que ça soit quelque chose de différent. Sinon, pourquoi adapter? C'est la vraie question. C'est la question que je pose tout le temps. Je dis toujours, les grandes œuvres sont inadaptables et les petites œuvres sont adaptables. La preuve, il y a beaucoup de mes livres qui sont adaptés. Donc en fait, la vraie question, c'est que si on décide de faire un film sur Eugénie Grandet, ça ne peut pas être Balzac à 100%, sinon il n'y a pas d'intérêt à faire un film. Pourquoi aller faire au cinéma quelque chose qui est d'une façon encore plus magistrale, inséré dans l'esprit des gens à la lecture? Parce que la lecture, c'est quand on lit qu'on se fait du cinéma, surtout. Moi, vous voyez des images. C'est pour ça qu'il y a ce problème qu'on a dans le cinéma qui est d'acheter très cher des droits de livres qui sont beaucoup vendus. Et puis on se rend compte que les gens qui ont adoré un livre ne viennent pas voir le film souvent. Pourquoi ils ne viennent pas voir le film? Mais parce qu'ils ont eu un espace de liberté en lisant le livre, d'imaginaire. Et puis d'un seul coup, il y a un Gugus qui est derrière une caméra qui leur dit « Ah non, dans votre imagination, c'était ça. Non, c'est pas ça. Moi, je vais vous montrer ce que c'est. » Et donc s'il n'y a pas de liberté du réalisateur,
ça n'a pas d'intérêt de faire un film. Il faut faire une œuvre originale et puis terminer. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était à la fois de refaire la promotion d'Eugénie Grandet, qui est une grande œuvre, qui est encore étudiée en classe, mais qui a quand même perdu un peu de sa puissance parmi le public en général, et de lui donner un autre angle qui soit quand même respectueux de l'œuvre. Donc c'est très difficile de concilier les intérêts des uns et des autres, enfin en tout cas les intérêts, le travail des uns et des autres. Il faut le faire juste de bonne foi et honnêtement, et puis voilà. Alors, on va passer au livre que vous venez tout juste de publier, il y a quelques semaines à peine, La Volonté. Quelques jours. Et donc, sur la couverture donc, des éditions Gallimard, il y a écrit roman. Donc, mais dès qu'on commence à lire ce livre, on voit que, certes, sans doute c'est un roman, mais un roman sacrément inspiré d'une histoire familiale qui est la vôtre, en fait. Comment, justement, par rapport à ces souvenirs, à cette mémoire, à votre histoire, pourquoi vous avez choisi d'intituler ça roman, tout simplement? Et comment vous l'avez abordé, j'ai envie de dire? Je l'ai fait pour prendre ce que je jugeais être la bonne distance par rapport à une histoire qui est très personnelle, puisque c'est l'histoire de ma famille. C'est la suite de La Chambre des officiers, en fait. On y retrouve mon grand-père défiguré, on y retrouve... Voilà, donc, et autant dans La Chambre des officiers, on a longtemps cru que c'était un roman, alors que c'en était pas un du tout. C'était vraiment l'histoire de mon grand-père. Là, c'est pareil. Mais j'avais besoin de cette distance. Comme j'ai pris le parti pris de ne pas mettre de nom au personnage, et surtout pas dire mon père, ma mère, ma grand-mère. C'était pas du tout... Donc cette distance-là, je l'ai prise instinctivement. Et c'est pour ça qu'après, Et puis surtout, il y a une question qui est fondamentale, c'est la question de la subjectivité. C'est-à-dire que ce que j'ai, moi, en mémoire, déjà, avec l'âge, c'est quand même pas mal trahi, probablement. Enfin, j'en sais rien, mais j'imagine. Puis il n'y a plus beaucoup de témoins pour témoigner, savoir si j'ai raison ou pas. Oui, et si vous me permettez, il y a la moitié du livre qui se déroule avant que vous soyez né. Absolument. Et il y a la moitié du livre qui se déroule avant que je sois né. Donc cela, c'est les souvenirs des protagonistes. Et donc, c'est... mettons-nous, voilà, ce soir, vous allez tous raconter ce qui s'est passé ce soir. Il n'y a pas deux personnes qui vont raconter la même chose. Donc, forcément, cette subjectivité, c'est pour ça que je suis toujours gêné par les gens qui vous disent, voilà, ça s'est passé comme ça dans ma famille, mon père était comme ça, etc. Oui, non, c'est la sensation de... Voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette distance-là, à la fois par respect pour eux, et parce que j'ai une mémoire défaillante et que peut-être qu'à certains moments, j'ai rempli des vides, je ne sais pas. Mais je sais que c'est un récit évidemment honnête sur ma famille, mais il y a forcément des libertés quelque part. Et que dire c'est un récit, ce serait comme d'affirmer que tout s'est passé exactement comme ça. Et j'en sais rien, puisque moi, on me l'a raconté aussi. Alors, ce qui est assez troublant quand on regarde Eugénie Grandet et qu'on enchaîne avec La Volonté, c'est à la fois les points communs et puis une forme d'opposition ou d'envers. C'est-à-dire que dans Eugénie Grandet, il y a une critique de l'avarice, de la cupidité. Bon, votre livre, c'est La Volonté, c'est l'inverse, c'est l'éloge de certaines valeurs quand même au sein des personnages, des personnes de votre famille. Comment ça s'est passé chronologiquement? Comment vous passez de la réalisation de ce film à l'écriture de ce livre, avec quand même... Ce qui est intéressant, c'est que le livre, je le dois au... Je venais donc, comme je vous disais tout à l'heure, je venais d'arrêter de tourner, et 3 jours après, le sémillant Emmanuel Macron nous annonce qu'on va être enfermé pendant on ne sait pas combien de temps. Bon, moi, globalement, ça m'arrangeait, pour vous dire la vérité, mais... je me dis, je vais être tranquille, le téléphone ne va pas sonner, je ne suis pas obligé de répondre aux mails. Bon, il y avait un petit côté, c'est l'aubaine. Bon. Mais en même temps, la situation était grave. On ne savait pas jusqu'où allait cette maladie. Et d'un seul coup, ça a ouvert. Je me suis retrouvé, je devais monter le film. Quand on finit un film, tout de suite derrière, on va à la table de montage. Et là, impossible de se déplacer. Donc j'ai dit à la monteuse, écoute,
prends le temps de travailler sur l'ours avec les indications que je t'ai données pendant tout le tournage. Et puis, quand tu auras fini, tu me rappelles, et puis on discutera. Et puis, si ce confinement se termine. Donc, j'avais plus rien à faire. C'était pas prévu, ça. Et en même temps, l'histoire de mon père, pour faire court, donc l'histoire de mon père, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est soutien de famille à l'âge de 15 ans, puisque son père, qui fait la liaison Le Havre-New York, au moment où les Allemands envahissent la France, il est à New York et il ne peut pas revenir. Et donc il reste à New York et on n'aura plus de nouvelles de lui pendant 5 ans. Donc on ne sait pas ce qu'il est devenu, enfin on saura après. On saura après que très courageusement il s'est engagé dans l'armée américaine et qu'il a participé au transport de troupes, du débarquement, etc. Mais là, plus aucune nouvelle. Donc mon père, dont la mère travaille jusque-là même pas à mi-temps dans un bar tabac, qui ne lui appartient pas, se retrouve soutien de famille. Et donc, il poursuit ses études, soutenu par son instituteur qui trouve que c'est un garçon très doué. Et en même temps, il travaille dans les fermes. Et comme c'est la guerre, il chasse, il braconne, en fait, pour nourrir la famille, en posant des collets à droite et à gauche pour attraper des lapins. C'est pour ça que j'ai des lapins chez moi maintenant. Non, ça pas forcément de... Mais bref, c'est une parenthèse. Et donc... tout ça en Bretagne. Tout ça en Bretagne, dans une famille donc pauvre, démunie. Et en 41, un matin où il est en train de relever un jour où il est en train de relever des collets, d'un seul coup, il ne peut plus bouger, il est totalement paralysé. Et en fait, c'est là où ça résonne avec la période qu'on a connue, c'est que c'est un virus, le virus de la poliomyélite. Et donc, il est totalement paralysé. Et finalement, il arrive en tout cas, déjà, il est paralysé totalement du bas du corps. Et donc, il arrive en rampant comme un lézard jusqu'à la route. Et là, les Allemands le trouvent, le chargent et le déposent au médecin du village. Et là, on découvre donc qu'il a la polio. Et grâce à la solidarité à la fois de l'instituteur, du médecin du village, mais aussi de la grande famille du village, qui a le château dans le village, qui connaît un professeur de médecine à Paris, finalement il est envoyé à Paris en ambulance, donc il fait ce voyage totalement à moitié paralysé, et là à Paris il va être opéré pendant 4 ans de la moelle épinière jusqu'à ce qu'il retrouve une jambe sur les deux. Et tout ça en menant ses études, en faisant maths sup, maths spé, en devenant... et plus tard, il va devenir... donc après ça, il va rencontrer ma mère, et puis il va partir à la coopération dans l'organisation scientifique Outre-mer en Nouvelle-Calédonie. Il va faire des choses absolument incroyables, jusqu'à rentrer... Il ne faut pas tout raconter quand même. Hein? Il ne faut pas tout raconter. Non, je ne peux pas tout raconter, mais jusqu'à rentrer dans le renseignement et faire des choses invraisemblables pour un paralytique, puisque c'était voilà. Donc c'est cette histoire-là. Et évidemment, moi j'ai pas voulu faire, parce que j'ai assez pudique, et j'ai toujours du mal à écrire sur ma famille, sur moi, mon prochain livre sera sur mes enfants, comme j'en ai beaucoup, ça va faire 5 tomes. Mais je trouve que c'était intéressant, mais en plus je rigole pas, un jour je vais le faire, je vais écrire sur mes enfants, parce que je leur dois bien ça. Et je trouvais que c'était un peu difficile pour moi. Donc en même temps, ce que j'ai essayé de faire dans ce roman, c'est à la fois de raconter l'histoire de cette famille un peu extraordinaire, mais en même temps assez ordinaire, puisque jusqu'à nouvel ordre, il ne repose pas au Panthéon, mais qui ont fait quand même des choses extraordinaires. Et donc ce que j'ai voulu raconter, c'est toute cette histoire de 41 à 84 jusqu'à la mort de mon père, de ces 30 glorieuses, de l'avènement du nucléaire auquel mon père a participé, et de plein de choses comme ça. Et puis ensuite, évidemment, de nos rapports et de la difficulté d'avoir des rapports, la nécessité pour moi de, entre guillemets, tuer mon père pour arriver à vivre. Et donc les conflits extrêmement violents qu'on a pu avoir pendant une période assez courte, et puis après on s'est retrouvés, mais c'était trop tard puisque mon père est mort très jeune, donc voilà, c'est un livre là-dessus, mais avec toute une distance et je crois pas mal de pudeur, pas trop de pathos, je vous rassure,
c'est pas trop ce que j'avais fait dans la chambre des officiers. J'avais évité le pathos parce que je suis pas un grand spécialiste de ça. C'est un livre passionnant et effectivement, il y a toujours cet arrière-plan historique qui revient régulièrement, et le va-et-vient entre votre histoire familiale et la grande histoire. Oui, qui est un de mes thèmes en fait privilégiés. C'est comme l'enfermement, c'est le rapport de comment la petite histoire des gens, alors il se trouve que c'est les miens, parce que c'est ceux que je connais, mais voilà, comment ils évoluent dans la grande histoire. Et on parlait de décor tout à l'heure. Moi, j'aime le décor de la grande histoire. J'aime parler de ce qui se passe à ce moment-là, de l'épuration, de la façon dont De Gaulle fait en sorte que le pays soit apaisé, comment les Américains... voilà, c'est des thèmes qui, en général, me sont assez... Résistance, le communisme. La résistance, le communisme, la décolonisation. Oui, qui est très présente dans le... Voilà, je ne voulais pas que ce soit juste un livre, on se dit après, il est sympa, mais sa famille, est-ce que vraiment... est-ce que ça suffit ? Et je trouve que c'est toujours intéressant de confronter des personnages qu'on a bien connus à l'histoire de leur temps. Parce que et surtout de ne pas les juger avec les yeux de maintenant, de mettre les choses en perspective, parce que ça, c'est un vrai problème qu'on a aujourd'hui, qui est c'est normal de juger avec les yeux de maintenant, mais il faut comprendre aussi dans quelle situation étaient les gens à ce moment-là, et qu'est-ce qu'ils avaient comme information, qu'est-ce qu'ils avaient comme ouverture d'esprit, qu'est-ce qu'ils avaient... voilà, donc c'est ce travail-là que j'ai fait. Et c'est un travail difficile pour moi parce que je suis beaucoup plus à l'aise quand j'invente, quand j'ai fait la malédiction d'Edgar ou une exécution ordinaire, ou je sais pas, j'en ai fait quelques-uns, mais je suis plus à l'aise dans ces livres-là que dans un livre comme ça aussi personnel. Qui me touche de près. Alors, un des points communs entre le film Eugénie Grandet et le livre, c'est la question du rapport entre les hommes et les femmes, suivant les générations. Et ce qui est touchant, j'ai envie de dire, c'est notamment le fait que finalement l'héroïne de votre livre, c'est votre grand-mère paternelle. Oui, alors les femmes ont joué un rôle très très important dans la famille. D'abord parce que ma grand-mère paternelle a emmené ses enfants pendant 5 ans avec des angoisses épouvantables, sans savoir où était son mari, sans avoir de nouvelles, sans avoir de ressources, avec un fils sur lequel elle avait tout misé, qui s'est effondré, qui a été effondré par la maladie, qui ensuite, du coup, s'est retrouvé à Paris. Et donc cette femme a vécu un véritable calvaire, et malheureusement, elle s'est consolée avec l'alcool, ce qui fait que ça a été ensuite une lente dégringolade. Et puis il y a le personnage de ma mère qui est une femme féministe, mais surtout active, qui a fait énormément de choses. Ma mère, c'est la première femme qui a été négocier des contrats avec Saddam Hussein, quand même. Il faut le savoir. Ou qui a négocié des contrats en Algérie, qui a négocié aussi avec les généraux. Et ça n'existait pas à l'époque. On n'emmenait pas, surtout dans des pays musulmans, on n'envoyait pas une femme. Et ben, elle l'a fait. Et elle l'a fait parce que mon père, qui était un féministe qui n'en parlait pas beaucoup, mais qui agissait beaucoup, a tout fait pour l'aider. Y compris en faisant la cuisine, ce qui à cette époque-là était assez rare, en s'occupant de nous, mais tout en menant sa carrière aussi. Et c'était un peu un couple forteresse. Donc la difficulté, évidemment, j'en parle dans le livre, la difficulté, c'est d'exister avec des parents comme ça. C'est d'arriver à trouver l'espace dans lequel, d'abord, c'était très difficile de les côtoyer séparément. Ils étaient toujours ensemble. Ou alors quand ils voyageaient chacun à un bout du monde. Et donc, moi, j'ai appris à me faire à manger à 7 ans. À 7 ans, je savais me faire des œufs frits, la purée. Enfin, ouais, j'étais déjà pas vraiment un gourmet, mais parce qu'il fallait se débrouiller. Je me souviens pas que mes parents m'aient jamais accompagné à l'école. Depuis tout petit, j'allais à l'école tout seul dans les rues. Voilà, c'était comme ça. Après, ça n'a rien d'héroïque, mais donc c'est une famille particulière, et
et très très moderne et en même temps très tolérante, très ouverte à... Il y avait très très peu de... En faisant le livre, j'ai découvert des choses évidemment sur mes parents, sur ma famille, et je me disais mais quelle modernité il y avait en eux, c'est absolument incroyable pour des gens voilà, qui ont essentiellement vécu l'après-guerre. Et c'est intéressant de voir ça. Et effectivement, le lien avec Grandet, il est très fort parce que le personnage de Grandet, mon père était très, très autoritaire aussi. C'était quand même quelqu'un de très dur, mais qui avait une générosité fondamentale, puis qui avait un rapport à l'argent qui m'a transmis, qui était vraiment un rapport à la fois généreux et pas du tout... Et il était très fier que ma mère gagne plus d'argent que lui. Et évidemment, il s'en vantait à tout le monde, ce qui laissait les gens un peu pantois. Et il avait comme ça et évidemment, quand on voit les femmes d'Eugénie Grandet, et on en parlait tout à l'heure, mon père est né l'année de la mort de la fille de Balzac. La fille de Balzac est morte en 1926 et mon père est né en 1926. Comme quoi, le chemin n'est pas si long. Hein, c'est juste Balzac, sa fille, mon père et moi. Et donc, voilà. Donc quand j'ai su ça, j'ai dit je vais faire Eugénie Grandet. C'est comme ça que c'est venu en fait. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup Marc Duguin. Un grand merci.